Ce manoir raconte l'histoire d'un garçon, Ning Feng, qui parvient à se hisser au sommet, à une époque où la réalité est envahie par d'autres mondes, où chacun doit se défendre et où la faiblesse est le pire des péchés. Le protagoniste s'approche d'un énorme cristal bleu-bleu, et s'il brille, c'est qu'il est en train de s'éveiller. Mais ses camarades de classe commencent à rire et à se moquer de lui, parce qu'il pensait qu'il allait mettre le monde entier sens dessus-dessous, mais il n'a finalement obtenu qu'une étoile. Le protagoniste commence à s'excuser, mais il reçoit soudain une notification l'informant que l'opérateur a terminé l'éveil et activé le système, et que toutes ses capacités se transformeront automatiquement en sorts obscurs interdits. Il pense que les mots sombres et interdits ne sonnent pas bien. Il décide que dorénavant, c'est lui qui intimidera ses ennemis, et que pendant que les autres se vanteront de leur pouvoir, il les remettra à leur place. Au bout d'un moment, il rencontre un homme dont les yeux brûlent de rage parce que le protagoniste possède la carte de niveau le plus élevé et qui est très intéressé par la question de savoir comment il l'a obtenue. Après un certain temps, le personnage devient de plus en plus fort, et même les adversaires les plus puissants se rendent compte que le protagoniste est beaucoup plus fort qu'eux. Lui-même pense qu'il est temps d'arrêter de faire semblant parce qu'il est le plus fort du monde et qu'il ne veut plus le cacher. Le personnage principal étudie à l'Institut des capacités surnaturelles. En marchant dans la cour de l'université, Ning Feng est tellement enthousiaste à l'idée de jouer à un jeu vidéo qu'il pense même à voix haute. Mais il est interrompu par une gifle soudaine sur la joue d'une jeune fille. Wang Yue demande au protagoniste ce qu'il fait, car il est temps de se ressaisir et de commencer à préparer l'examen. Le gars commence à justifier qu'il est à la fois en train de se préparer et de jouer, et qu'en plus, il a déjà 18 ans, et qu'il n'a éveillé que des professions avec 1 ou 2 étoiles. Contrairement à la fille, parce qu'elle a obtenu une profession 5 étoiles alors qu'elle n'avait que 16 ans, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de travailler dur, parce qu'il pourra compter sur elle à l'avenir. Mais Wang Yue, en colère, le prend par le cou et lui répond qu'elle ne le laissera pas faire. Les passants commencent à s'agglutiner autour du couple, surpris par la présence de la déesse Wang Yue, qui est déjà revenue d'une séance d'entraînement spéciale. Les élèves commencent à discuter du fait qu'à 16 ans, il est rare de pouvoir exercer une profession 5 étoiles dans leur ville, ce qui signifie que la différence entre elle et les gens ordinaires est trop grande. Un homme se demande alors qui est à côté d'elle, et un autre lui répond qu'il s'agit d'un loser connu qui n'a pas encore essayé d'exercer une profession normale. Les gens se demandent comment une telle beauté peut se retrouver avec un tel homme, et l'autre répond qu'ils sont amis depuis l'enfance, mais on ne sait pas comment ils sont devenus amis parce qu'il vient d'un orphelinat. Blue Star est un monde où la réalité se confond avec le jeu. Ici, toute personne âgée de plus de 16 ans peut éveiller ses pouvoirs et devenir un aventurier. Après l'arrivée au centre d'examen, l'examinateur annonce les règles de l'examen. Pendant ce temps, Ning Feng se demande pourquoi Wang Yue le prend si au sérieux. Après tout, il n'est plus nouveau, c'est son 3e examen. L'examinateur dit que l'élève dont le nom est appelé doit entrer dans la zone d'examen et être testé, puis ceux qui parviennent à éveiller le cristal devront se préparer à l'examen des capacités martiales. Les élèves qui les entourent discutent de leur désir de devenir mage et se disputent pour savoir quelle profession est la meilleure. Mais leurs conversations sont interrompues par l'examinateur qui convoque Ning Feng au cristal. Les élèves commencent à sourire et à chuchoter, plaisantant sur le fait que s'il échoue maintenant, il sera perdant à 100%. Le protagoniste s'adresse à l'enseignante Qi Wei, qui le calme en lui disant qu'ils commenceront dès que Ning Feng sera prête. Elle lui demande de se détendre et de toucher le cristal, ce qu'il fait. Au bout d'un certain temps, le cristal commence à briller, ce qui signifie qu'il entre en résonance avec le protagoniste. L'éveil lui confère automatiquement des compétences de base. Il révèle ensuite que Ning Feng n'obtient qu'une seule étoile, et que sa capacité reçue est le marais de boue. Qi Wei a beaucoup de peine pour le protagoniste. Les autres élèves se mettent à rire bruyamment de lui en disant que les ordures resteront toujours des ordures. Le professeur demande à Ning Feng quelles sont les capacités qu'il a réussi à éveiller, mais il la regarde d'un air surpris et incompréhensif lorsqu'elle lui pose à nouveau la question. Qi Wei pense alors que cette réaction est due au fait que le garçon a été durement touché parce qu'après tant d'années, il n'a obtenu qu'une seule étoile. Elle lui donne alors l'équipement de départ et lui dit qu'une fois que Ning Feng l'aura enfilé, il devra passer au niveau suivant. En prenant le matériel, le gars devient sérieux en réfléchissant à ce qu'il vient d'entendre. En touchant le cristal, le protagoniste a entendu que l'opérateur avait terminé l'éveil et activé le système. Ning Feng ne comprend pas de quel système il parle, mais on lui dit alors qu'il a gagné les capacités affinité noire et magie noire, ainsi que la capacité passive d'utiliser un sort interdit 1 fois par semaine. Le protagoniste s'interroge sur le fait que la force obscure est une pure énergie maléfique et que les sorts interdits sont de la magie supérieure, et il ne comprend pas ce qu'ils ont à voir avec lui. On lui annonce alors que la capacité de la tourbière a été découverte et que la transformation commence. Il ne comprend pas ce que c'est, mais la transformation est déjà terminée
et la capacité à inverser le sort interdit corps de tourbière. Le jeune homme est très troublé par les mots sombre et interdit, mais il se dit que, de toute façon, il a une épreuve de combat devant lui et que rien de terrible ne se produira. Le test est le suivant. Un groupe de 50 personnes se rendra dans le donjon et combattra chacun des monstres, et il n'est pas permis de se regrouper en équipe. Alors que Ning Feng enfile ses gants, il remarque un panneau indiquant que sa capacité active est interdite et sombre, ce qui le surprend beaucoup. Enfin, lorsque tout le monde est prêt, il se dirige vers le portail, et le personnage principal ne cesse de penser qu'il aimerait que le système lui explique ce que tout cela signifie. Une fois sorti du portail, les élèves se retrouvent dans une forêt dense et commencent à combattre des gobelins verts. Contrairement aux autres casse-coups, Nifeng se cache dans les buissons pour réfléchir à sa stratégie. Il remarque que la clairière est surveillée par des drones, ce qui signifie qu'il ne peut pas utiliser le sort d'obscurité interdit, mais il n'y a pas d'autre issue non plus. À ce moment-là, l'homme qui surveille les élèves à l'aide des drones demande à Qi Wei pourquoi tout le monde se bat, sauf Ning Feng. La jeune fille répond que le garçon est en mauvaise santé et que ses capacités se sont éveillées tardivement, qu'il ne connaît qu'un seul sort, ce qui n'est pas propice à la confrontation. Mais l'homme est toujours en colère et dit qu'elle devrait alors le renvoyer et lui dire de ne plus venir à l'examen. Mais l'homme se laisse distraire par l'un de ses protégés, qui dit que le drone a été attaqué par quelque chose et que la connexion a été coupée. Il déclare une alarme parce qu'une puissante poussée d'énergie a été détectée dans le donjon et l'observateur est prié de vérifier ce qui s'est passé. À ce moment-là, l'un des élèves est terrifié par l'apparition d'un puissant monstre devant lui. Un énorme gobelin vert portant une capuche et des lames ordonne aux frères de se lever et d'écouter ses ordres. Il dit que tous les envahisseurs doivent mourir ici, et sur ces mots, il s'apprête à partir au combat. Il massacre le drone sans effort en un instant et le fait exploser. Le protagoniste caché se saisit soudain la tête, car le drone lui est tombé dessus et a laissé une bosse. Soudain, l'homme s'aperçoit qu'il est entouré d'horribles gobelins armés. Les sbires du chef se mettent à courir sur Ning Feng, qui se demande alors pourquoi il y a tant de monstres devant lui, même avec leur chef. Mais ses yeux brillent à l'idée que le drone est tombé, ce qui signifie qu'il y a là une excellente occasion de tester la réalité de sa technique obscure. Il se relève et lève la main, des éclairs violets commencent à jaillir autour de lui. Puis il s'agrandit de plus en plus, et bientôt d'étranges crânes aux yeux verts apparaissent autour de lui. À ce moment-là, l'observateur à portée de main signale qu'il a perdu le contact avec tous les drones et qu'il y a un éclair soudain de puissance obscure dans le donjon. Qi Wei pense alors que les monstres de niveau roi sont capables de détruire une ville entière et ne comprend pas d'où vient une telle créature. Le chef des gobelins est lui aussi terriblement surpris de voir à quelle vitesse son armée de frères s'effondre. Le protagoniste lui-même est surpris d'apprendre à quoi ressemblent les sorts interdits, mais il trouve que c'est cool, malgré le fait qu'il ait les mains collantes et sales. Il reçoit de nombreuses notifications concernant les points d'expérience gagnés en éliminant des soldats gobelins. Le chef des gobelins est surpris par une force obscure aussi puissante et se demande si l'homme est capable d'une telle chose. Soudain, il se rend compte que ses affaires vont mal, car il ne peut même pas bouger de son siège. C'est alors que Ning Feng crie qu'il n'aurait pas dû venir ici, qu'il tue le chef et qu'il obtient 6000 points d'expérience. Le niveau du gars monte au 10e niveau, ce dont le protagoniste est très heureux, car lors des épreuves de combat de l'année dernière, les joueurs n'ont monté qu'un ou deux niveaux au maximum. Ning Feng réfléchit au fait qu'il y a peu d'expérience pour les mobs ordinaires, la plus grande partie ayant été obtenue grâce aux monstres d'élite, mais il se demande d'où elle vient. Puis il regarde attentivement la clairière et se souvient qu'il y a du butin du gobelin vétéran, et même 2 objets oranges. Le premier est un emblème qui augmente les statistiques de façon permanente. Il augmente également les paramètres de dextérité de 10 unités. Le deuxième trésor épique est la griffe de l'assassin de l'ombre, et même si le gars ne peut pas l'utiliser, il peut quand même la vendre. Il se rend compte que s'il continue ainsi, il atteindra facilement un niveau élevé et deviendra riche. Il est interrompu par une voix qui ordonne à tous les candidats d'arrêter les tests de combat et d'évacuer. Au début, Ning Feng ne réalise pas ce qui s'est passé, puis il regarde autour de lui et voit que tout ce qui l'entoure est brûlé. Il est surpris, réalisant qu'il s'agit des forces des sorts interdits et qu'il y a maintenant des trous noirs et bleus partout. Il décide qu'il serait terrible que quelqu'un l'apprenne et qu'il est temps de fuir, et un instant plus tard, lui et les autres apparaissent sur le lieu de l'examen, devant un observateur. Il demande aux élèves de ne pas rester immobiles, mais de retourner immédiatement dans la ville. L'homme est tendu, car il se rend compte que même à deux, ils ne pourront pas vaincre un monstre de niveau royal, et il n'est pas sûr que les renforts arriveront à temps. Mais il s'aperçoit soudain que la source de la force obscure a disparu, et l'observateur craint que le monstre n'ait pu s'échapper du donjon. Qi Wei, pendant ce temps, parle à quelqu'un dans une oreillette pour expliquer qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls, et donne quelques ordres supplémentaires. Lorsque le protagoniste veut dire quelque chose à l'enseignante,
Celle-ci lui demande soudain, avec enthousiasme, s'il va bien. Et ayant reçu une réponse satisfaisante, elle lui demande de quitter rapidement l'institut, car il est temporairement fermé. Au bout d'un moment, Ningfeng et Wang Yue se retrouvent dans la rue pour discuter de ce qui s'est passé à l'université. En même temps, il pense que la source inconnue de pouvoir est ce gobelin d'élite. Il est déçu que lorsqu'il a pu enfin se réveiller, le test ait été interrompu. Et à ce moment-là, la fille pense qu'il est si triste à cause de cet incident. Elle lui dit alors que les sorts de défense peuvent lui sauver la vie, mais qu'ils sont inutiles en pompage simple, et qu'il peut donc rejoindre l'équipe avec elle demain. Ningfeng remercie son ami pour son inquiétude, mais lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'il peut se débrouiller tout seul. Il pense qu'il aimerait lui montrer sa vraie force, mais il vaut mieux ne pas utiliser de sorts interdits devant des étrangers. Mais Wang Yue insiste sur le fait qu'il ne refuse pas et dit qu'elle l'attendra demain à 8 heures à la porte ouest. Elle se retourne alors et s'en va, laissant le gars lui dire quelque chose. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi sa petite amie l'ignore, pensant qu'elle est têtue. Il se rend compte que les choses vont mal et essaie de réfléchir à ce qu'il faut faire. L'une de ses options étant de faire semblant d'être malade. Mais il se rend compte que la fille est difficile à tromper. Il s'illumine soudain, et une solution lui vient à l'esprit, mais il n'est pas sûr qu'elle fonctionnera. Le protagoniste se rend à la bourse de Yuancheng, pensant qu'il peut acheter les bons objets avec des capacités intégrées pour prétendre posséder la capacité tourbière. Il espère aussi équiper des compétences et transformer des sorts interdits, et en même temps il pense à vendre le lui du monstre d'élite. Il est accueilli par une femme prête à l'aider, puis Ningfeng lui explique le type d'équipement qu'il doit acheter. Mais le conseiller lui conseille de ne pas dépenser pour des sorts de bas niveau, car ils ont toutes sortes d'équipements avec des techniques de haut niveau. Mais le gars l'ignore et dit qu'il n'aura besoin de cet équipement que pendant un certain temps, de sorte que le niveau ne devrait pas être élevé, puis la femme demande à un autre conseiller de l'accepter. Elle quitte le protagoniste en lui disant qu'elle ne veut pas servir le mendiant et qu'elle laisse la nouvelle fille s'occuper de lui. Bientôt, il est approché par une jeune fille qui veut l'aider à faire son choix. Elle l'emmène d'abord voir diverses épées gigantesques pour le combat. Il lui montre ensuite un gantelet d'argent orné de différentes pierres et un lourd marteau. Finalement, Ningfeng choisit une bague en or avec une pierre orange et remercie la conseillère pour son aide dans la recherche. Il lui demande alors où vendre le butin et la jeune fille lui propose de l'escorter jusqu'au comité d'évaluation. À leur arrivée, il voit un homme assis dans un fauteuil en cuir, à l'air plutôt fatigué, qui demande à voir la marchandise. La fille dit que le protagoniste veut vendre les trophées et le gars lui demande de l'aider à trouver la valeur de l'équipement. Prenant les griffes dans ses mains, l'homme est agréablement surpris par l'arme de niveau orange. Il commence à décrire ses principaux avantages et à l'admirer. Il dit que c'est un excellent article et que certains de leurs clients seront certainement intéressés et il demande ce que le gars veut en retour. Ils ont entendu dire que plus il donne, mieux l'homme appelle l'un de ses clients. Après quelques minutes, il les informe que les griffes ont été vendues et que le client est prêt à payer 50 000 cristaux pour elles et 46 000 avec la commission. Il lui propose de rédiger une pile de documents afin qu'il puisse transférer l'argent sur le compte de Ningfeng et, après le transfert, le consultant lui propose de lui trouver tout ce dont il a besoin. Les trois femmes discutent alors entre elles des raisons pour lesquelles l'une d'entre elles a quitté son petit ami. Ce à quoi cette dernière répond qu'elle aime les beaux hommes forts et riches. Une fille interrompt leur conversation et demande pourquoi l'homme qui a servi la femme accompagne Maître Wang. L'autre répond que ce type a vendu pour 50 000 cristaux de Kibers et qu'il est à la recherche d'une nouvelle tenue. La consultante qui a refusé le protagoniste commence à se sentir désolée en disant que c'est elle qui a dû le servir et que c'est à elle que revient la commission. Après toutes les courses, la jeune fille qui aide Ningfeng à faire les courses lui dit au revoir, en précisant que la prochaine fois, il pourra s'adresser directement à elle pour obtenir de l'aide. Elle ajoute ensuite qu'elle s'appelle Yang Xing. Le lendemain, le protagoniste se promène avec assurance dans la rue avec son nouvel équipement en fredonnant toutes sortes de mélodies. Après tout, il a essayé ses nouvelles capacités l'autre soir et le système les transforme. Cela signifie qu'il n'a plus à craindre d'être découvert. Bientôt, il retrouve sa petite amie comme convenu. Cependant, elle est accompagnée de 4 autres personnes, un magicien, un porteur de bouclier, un berserker et une prêtresse. Wang Yue présente ses compagnons d'armes au protagoniste et 2 d'entre eux sont heureux de rencontrer et d'accueillir le nouveau venu. Les 2 hommes ne sont cependant pas très enthousiastes à l'idée de faire de nouvelles connaissances. Ningfeng remarque que les gars ont l'air de lui devoir 80 millions. L'un de ces hommes demande alors à Yue s'il se souvient bien qu'elle a une deuxième garde à venir. Ce à quoi il répond par l'affirmative. Le protagoniste est surpris car la profession peut être changée tous les 30 niveaux. Et si sa petite amie en est déjà au 60e. Il dit alors qu'il voulait juste lui faire un cadeau et lui tend une potion de dextérité de haut niveau. Berserk et la prêtresse sont très surpris par ce cadeau,
car il s'agit d'une potion d'élite qui augmente les caractéristiques de façon permanente. Les hommes commencent à se vanter que l'argent n'est pas un problème pour lui, car il ne coûte que 20 à 30 000 cristaux, et il n'épargne rien pour Yue. Mais la jeune fille répond qu'elle ne peut pas accepter ce cadeau, et l'homme tente de lui expliquer qu'il s'agit d'une potion d'une valeur inestimable qui lui permettra d'entrer dans la meilleure académie. Mais Wang Yue ne semble pas s'en soucier. Elle dit qu'elle n'en a pas besoin et qu'ils doivent partir, car il y a encore beaucoup à faire. L'homme lui demande, très surpris, si elle va vraiment perdre son temps avec un ami minable. La fille se retourne et lui crie de surveiller son langage. Mais l'homme lui demande avec arrogance ce qu'il dit de mal, parce que Ningfeng n'a qu'une profession à une étoile et que c'est une perte de temps. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi cet homme est si énervé et se dit qu'il n'a qu'à utiliser un sort interdit sur lui. La prêtresse tente de calmer le mage, mais celui-ci se rebiffe en disant que ce ne sont pas ses affaires et qu'elle ne devrait pas s'en mêler. Il s'écrie alors que cette potion d'agilité vaut à elle seule plus que Ningfeng et qu'il ferait mieux de disparaître. Cependant, le gars lui demande pourquoi il hurle comme un chien enragé. Après tout, ce n'est qu'une potion d'agilité de 3. Le porteur de bouclier lui demande s'il peut montrer quelque chose de mieux. Et Max accepte, car si Ningfeng a un objet plus rare, il tombera à genoux devant lui et le suppliera de le pardonner. S'il s'avère qu'il n'a rien de tel, le personnage principal s'agenouillera. Il sort alors à l'improviste un emblème d'avant-garde qui augmente les caractéristiques de façon permanente, et dit que c'est son cadeau pour Yue. Toute l'équipe est très surprise par l'existence même d'un objet qui multiplie les statistiques par 10 de façon permanente. Il le tend à sa petite amie en lui disant qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, car il l'a trouvé chez lui. Yue accepte après que la prêtresse et le porteur de bouclier lui ont demandé de le faire rapidement pour voir si c'est vrai ou non. La jeune fille prend l'emblème dans sa main et tout ce qui l'entoure commence à devenir orange doré, ce qui étonne beaucoup les membres de l'équipe. Les deux hommes qui s'étaient auparavant moqués du protagoniste sont incroyablement surpris et lui demandent d'où il tient un tel trésor. Voici la réponse de Ningfeng, qui se contente de dire que lorsqu'il s'excuse, qu'il parle plus fort, sinon il entend mal. Lorsque le coquelicot commence à objecter quelque chose contre lui, Yue demande si M. Chen veut vraiment revenir sur ce qu'il a dit. Remarquant la réaction de son équipe, il s'incline devant lui. Mais après avoir attendu qu'il s'excuse, il dit au revoir à tout le monde et s'en va. Wang Yue commence déjà à s'excuser, mais l'homme l'interrompt et lui dit que cela n'affectera en rien leur relation. D'ailleurs, elle n'aurait pas dû l'accompagner. Il aurait été heureux qu'elle réussisse le deuxième tour et qu'elle entre dans une meilleure académie. Mais la fille continue de s'exclamer qu'il ne devrait pas se traiter de la sorte. Elle sort donc une sorte de livre et le tend au protagoniste en disant que c'est un cadeau pour lui. Il s'agit d'un ensemble de sorts qu'il peut apprendre une fois qu'il a atteint le bon niveau. L'homme remarque que les livres sont de qualité violette et suppose qu'ils sont sortis pour elle en cristal, mais la fille dit qu'elle n'a pas assez d'argent pour le remercier pour l'emblème. Ningfeng sourit alors et dit qu'elle accepte le cadeau. Pendant un certain temps, les amis se retrouvent dans un donjon, un cimetière sinistre avec de nombreux zombies. Mais Wang Yue s'en occupe rapidement avec son arc, atteignant les cibles. À ce moment-là, le protagoniste se dit qu'il est dommage qu'il ait très peu d'expérience et qu'il ne puisse pas dire à sa petite amie qu'il est déjà au niveau 10. Soudain, le téléphone de la jeune fille sonne et on lui annonce que l'équipe a reçu la nouvelle qu'un puissant patron est sur le point d'apparaître dans le cimetière. La prêtresse dit qu'il s'agit d'un événement assez rare et que si Yue veut y aller, elle peut le faire. Le mage dit qu'elle doit y aller, car sinon comment obtenir le butin, car le Fallen Countenance est un ennemi assez rare et le bon objet en tombera. La fille regarde son ami, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas grave et qu'elle peut partir, car il pourra pomper plus tard. Elle demande ensuite à son ami de retourner dans la zone de sécurité et de l'attendre. En guise de conclusion, il lui demande d'être prudente et de lui rendre visite dès qu'elle aura un peu de temps libre. Ningfeng est en fait heureux d'être seul, car il est temps pour lui d'essayer de combattre un boss puissant. La veille, il avait appris 2 capacités supplémentaires et pouvait désormais utiliser chaque capacité interdite une fois sans frais. Malheureusement, il n'a que 3 barres de capacité et le livre de Wang Yue requiert le niveau 15, il ne peut donc pas encore l'utiliser. Dans l'inquiétant cimetière, un squelette puissant et ses sbires sont déjà apparus. Une troupe dit que le boss principal apparaîtra dans la tour au cœur du donjon et ils discutent de la stratégie. Mais là, ils remarquent qu'une autre équipe a déjà pris de l'avance et ils se demandent comment ils ont pu passer si vite. Mais l'un d'eux se rend compte qu'il s'agit de la guilde de Wang Yue, la guilde du lion rugueux, et l'autre dit que les autres n'ont aucune chance de les devancer. L'équipe fait en effet de son mieux pour vaincre les monstres, et elle s'en sort bien. La prêtresse demande au porteur du bouclier s'il a remarqué que Yue est devenue plus forte, et il répond que bien sûr, car 10 dextérité, ce n'est pas une blague. À ce moment-là, le protagoniste apparaît déjà au cœur du donjon à l'aide d'un sort spatial. Pourquoi il utilise la capacité active du glissement 8 pour traverser l'espace et pénétrer dans le monde des ténèbres? Enfin,
Un puissant boss en forme de squelette en armure apparaît au bon endroit. Mais il s'aperçoit soudain que Ning Feng l'attend déjà et lui demande pourquoi il est en retard. Après cela, le boss déchaîne sa magie sur lui, ne laissant que de la poussière derrière lui. L'énorme squelette demande comment l'aventurier arrogant a osé se présenter seul. Mais avant qu'il ne puisse terminer, le protagoniste se jette sur le boss en disant qu'il ne veut pas partager le butin avec les autres. Il utilise ensuite la capacité pluie céleste, invoquant une pluie de feu qui s'abat sur le squelette. Après une victoire facile, le protagoniste reçoit 6 notifications de réception de 200 points pour reprendre le guerrier infernal. Puis, il reçoit une notification l'informant qu'il a reçu 50 000 points d'expérience en représailles de la Liche déchue et qu'il passe au niveau 30. Ning Feng commence à amasser une montagne de butin, mais il est contrarié par le fait que les 2 livres de sorts ne sont pas réservés aux mages, mais qu'ils valent beaucoup d'argent. Il décide de prendre un emblème de couleur violette parce qu'il en a vraiment besoin, même si cela diminue légèrement son endurance. Puis il substitue, et surtout l'objet emblème de Liche, et maintenant quand il se change, il peut débloquer la profession cachée de nécromancien ou activer la capacité secrète de dieu de la magie. Ning Feng pense que les professions cachées sont très rares, car elles ne sont pas données à la naissance, et se demande si cet emblème peut vraiment ouvrir des professions cachées. Il décide qu'un homme digne de ce nom choisirait dieu de la magie, et fait donc de même. Pendant ce temps, l'escouade de Wang Yue ne comprend pas ce qui s'est passé et d'où vient cette terrifiante aura violette et décide de battre en retraite. L'un des membres tente de s'opposer à quelque chose, mais Yue lui demande s'il veut tous les mettre en danger. La jeune fille décide de prévenir son ami, mais celui-ci lui a déjà envoyé un message disant qu'il avait une urgence et qu'il était parti. Pendant ce temps, le protagoniste monte les grands escaliers qui mènent à la salle des métiers. En entrant, il voit une immense salle et pense qu'il n'y a personne. Cependant, lorsqu'il tourne la tête, il voit un administrateur qui le salue et lui demande s'il est venu chercher un emploi pour changer de profession. Après avoir répondu par l'affirmative, la jeune fille lui demande de donner toutes ses coordonnées: nom, âge, profession, etc. Pendant ce temps, la femme pense au fait que l'homme n'a pas les meilleurs résultats, car il ne s'est réveillé qu'à l'âge de 18 ans. Elle lui demande alors de venir avec elle pour lui montrer les métiers magiques. Elle le conduit dans une salle circulaire avec de nombreux cristaux bleus et lui demande de suivre les instructions. Elle rencontre ensuite un autre homme qui lui dit que lui et son équipe se sont rendus à une nouvelle alarme et ont enquêté car le cimetière a été gravement endommagé, mais la source de la force n'a pas encore été identifiée. L'administrateur demande si c'est le 2e jour consécutif que cela se produit, et l'homme répond que c'est pour cela que ses supérieurs l'ont envoyé ici. Soudain, une étrange aura noire apparaît autour de la jeune fille, et son regard devient plus sérieux. Ning Feng se familiarise en ce moment avec la première mission du nécromancien, avec un test de niveau A, facile, tandis que Scoring se penche sur la première mission du dieu de la magie, avec un test de niveau C, difficile. Il est surpris de constater qu'il n'y a que 2 branches parmi lesquelles choisir, mais il décide de commencer par l'os de la magie, car il s'agit apparemment d'une prémission. Il décide alors qu'il est temps d'y retourner, et en descendant les escaliers, il est encouragé par le fait qu'il est sur la voie d'une profession cachée et qu'il s'est même vu confier une mission de niveau difficile. Il estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il lui reste 3 jours entiers pour accomplir la mission. En s'approchant de la sortie, il dit au revoir à l'administratrice. Mais il se rend compte qu'il ne s'agit pas de la même fille que celle qu'il a rencontrée à l'origine. À cette époque, il se passe quelque chose d'étrange dans le cimetière. Une femme magicienne solitaire va faire quelque chose avec ces 2 hommes, dont l'un dit à l'autre que l'existence de cette organisation est un grand secret. Il dit aussi que tous les solitaires ont des professions spéciales cachées qui leur permettent d'utiliser le pouvoir des ténèbres, et qu'au combat, ils distribuent les tâches les plus importantes. L'administratrice dit qu'il y a tellement de pouvoir des ténèbres ici qu'ils sont palpables même après avoir été dissipés. Elle signale également qu'elle n'a trouvé aucun indice et que, apparemment, la source de la force a déjà disparu, et qu'elle dispose de peu d'informations pour tirer une conclusion claire. L'homme explique qu'il a reçu des rapports fréquents sur d'étranges anomalies dans les donjons ces derniers temps, et que cela pourrait présager un désastre. Et il demande si ce cas pourrait être lié à ces anomalies. La femme répond qu'il est difficile de se prononcer pour l'instant, qu'elle va vérifier auprès de ses supérieurs et demander du renfort, son adversaire s'étonnant que même l'ombre solitaire légendaire puisse avoir mal à la tête. L'autre homme lui demande si elle peut confirmer que le coupable de l'explosion de puissance est un monstre. Cependant, la jeune fille comprend où il veut en venir et lui demande s'il veut dire que les causes pourraient être un mutant comme elle. Et l'homme s'excuse immédiatement en disant qu'il ne voulait pas l'offenser avec ces mots. Le solitaire répond que le niveau de menace est plus que royal. Le corps humain est tout simplement incapable de supporter et de contrôler une telle quantité de force des ténèbres. L'adversaire lui demande alors s'il a bien compris que dans sa ville se cache un pont incroyablement puissant,
capable à tout moment de provoquer un véritable désastre. Et la jeune fille confirme ses suppositions en disant qu'elle craint qu'il ne se cache quelque part dans l'ombre et qu'ils doivent donc le trouver rapidement. À cette heure, Ningfeng est déjà chez lui. Il ferme les rideaux, pensant que l'obscurité l'aide à se détendre. Au 30e niveau, 4 panneaux de compétences supplémentaires s'ouvrent. Il décide donc d'étudier d'abord 2 livres de Wang Yue, après quoi il obtient la compétence Bouclier enchanté et l'aptitude Défense contre la boue. La défense du cargo est activée lorsqu'il subit des dégâts et la force du bouclier est égale au montant maximum de dégâts que la capacité corps mortel fait de boue peut infliger. Le type est heureux que les sorts interdits puissent être combinés avec des techniques de bas niveau, et c'est dommage qu'il ait un nouveau sort de défense et qu'il n'ait pas peur des dégâts simples. Cependant, il lui reste 4 panneaux de capacité, et il doit donc se rendre à nouveau à l'échange. En arrivant à la bourse de Yuancheng, Ningfeng reconnaît le consultant qui n'a pas voulu l'aider la dernière fois. Mais cette fois, elle s'approche de lui, le salue, et le type lui répond qu'il cherche Yang Xing. La femme répond que Yang Xin accompagne actuellement un autre client, et qu'elle sera donc son assistante aujourd'hui. Mais, étonnamment, le protagoniste répond que, dans ce cas, il ferait mieux de chercher lui-même. La consultante se met en colère en pensant qu'il a osé la rejeter et qu'elle est pire que Yang Xin. Elle commence à dire que son travail consiste à aider les clients et que ce n'est donc pas grave, mais le type ne l'écoute pas. Soudain, Yang Xin arrive en courant, Ningfeng la salue et lui demande si elle a terminé. La fille répond qu'elle n'était pas occupée, qu'elle était juste en train de déjeuner, mais un collègue lui a dit qu'il était venu et qu'elle s'était précipitée sur lui. Le protagoniste s'excuse d'avoir interrompu un déjeuner en bonne et due forme et, en guise de compensation, l'invite à dîner le soir. Au bout d'un moment, Ningfeng est déjà en train de parler à M. Wang. Ils disent qu'il aimerait vendre 2 livres de compétences et acheter de nouvelles capacités. Ce dernier répond qu'il s'occupera de tout et que Pro Yang s'occupera du protagoniste. Entre-temps, il trouve suspect que la dernière fois, le type ait apporté des armes oranges et maintenant des livres violets, et il pense qu'il devrait le suivre. Après s'être assis dans un restaurant avec Yang Xing, le jeune homme demande au serveur d'apporter l'addition, mais la jeune fille dit qu'elle a déjà tout payé. Le type se demande s'il va la traiter, mais Da répond qu'elle a une bonne raison de payer le dîner de ce soir, et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Et lorsque Ningfeng lui demande de quoi elle parle, elle répond que c'est un secret. Lorsque Ningfeng lui demande de quoi elle parle, elle répond que c'est un secret. Elle refuse l'offre de la raccompagner, disant qu'elle a un autre endroit où aller et qu'elle appellera un taxi. Après avoir fait ses adieux, Yang Xin monte dans un taxi qui lui demande de l'emmener à l'hôpital de la 2e ville. Elle pense au fait que grâce à M. Ning, elle a gagné beaucoup d'argent et a pu payer le traitement de son père. Mais cette pensée est interrompue par une situation inattendue. Un chauffeur de taxi meurt sous ses yeux. Divers monstres effrayants errent dans la ville et détruisent les voitures. La jeune fille parvient à ouvrir la portière et tombe de la voiture. Elle ne comprend pas ce qui se passe et ne sait pas d'où les monstres sont apparus dans la zone de sécurité. C'est alors qu'un énorme monstre aux yeux rouges surgit au-dessus d'elle. Un portail bleu foncé apparaît dans le ciel et un homme en sort. Yang Xin utilise SE capacité, essayant de se défendre contre les attaques de la créature. Mais cela ne sert pas à grand-chose car elle n'a qu'une seule étoile. Et le monstre s'élance pour l'achever. Mais sa tête s'envole sur le côté parce qu'un homme l'a coupée avec son épée, protégeant ainsi les autres. Après s'être assuré que la jeune fille va bien, il lui demande de partir rapidement et de trouver un abri. Mais alors que Yang Xing s'enfuit, l'homme remarque que tout ce qui l'entoure commence à pourrir, le donjon se confondant avec le monde réel. Il se rend compte que les gens ordinaires ne peuvent absolument pas lutter contre ces monstres. Les hypothèses du cimetière semblent donc vraies. Soudain, un homme lui fonce dessus et, heureusement, le soldat parvient à parer. Il demande à l'inconnu s'il est un mutant, mais celui-ci lui demande s'il a l'air d'une ordure. Il dit ensuite qu'il est en fait l'élu d'une force obscure. Le soldat est surpris par la signification du terme élu et se rend compte qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme cela auparavant. Mais réalisant qu'il n'y a pas de temps pour la réflexion, il s'engage dans un combat avec l'inconnu. Cependant, au cours de la bataille, il se rend compte que les choses vont mal, car la force de l'ennemi est supérieure à celle de la 3e équipe. Le combat continue et l'élu des ténèbres crie qu'il est incroyablement fort. En marchant sur le sol, il sent un courant d'énergie venir d'en dessous. Mais il est interrompu par une voix extérieure qui lui dit d'arrêter d'être aussi narcissique. C'est lui qui lui a donné le pouvoir. Et sans lui, il serait comme ses proches, un misérable ver de terre. Il lui dit de lui prouver son utilité en sacrifiant tous les habitants de la ville, ce qui marquera son apparition dans le monde. L'homme vénère la créature inconnue et dit qu'elle s'accomplira. En sortant des toilettes, Ningfeng remarque que, même s'il vient juste de s'éloigner, quelque chose s'est déjà produit à l'extérieur. Il est soudain attaqué par une étrange créature, prête à en finir avec lui. Mais soudain, un bloc surgit du sol et coupe l'ennemi en deux. Cela se produit parce que le protagoniste utilise le sort secondaire, mur de pointe de terre,
et parce qu'il a dépensé une arme avec la compétence violette, celle-ci améliore également ses sorts de terre. En sortant, il voit d'immenses montagnes de cadavres et d'horribles mares de sang. Puis l'antagoniste principal qui s'étonne qu'il reste encore des petits insectes. Ningfeng est surpris par un homme étrange avec une énorme main bleue, ne réalisant pas ce qu'il estimated. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'homme l'attrape avec son énorme main. Cependant, le héros forme un bouclier près de lui, à l'aide duquel l'emprise de l'ennemi est affaiblie, et l'antagoniste ne comprend pas comment le gars a réussi à la bloquer et l'attaque est très puissante. La créature extérieure qui a donné le pouvoir à cet homme commence à parler du fait que le pouvoir obscur de Ningfeng est très puissant. Et puis tout le monde dit que le niveau de menace de ce type est plus élevé que le sien, et qu'il peut même sentir l'haleine de la mort émaner de lui. À ce moment-là, le protagoniste pense que l'interlocuteur a l'air assez fort et qu'il va devoir jeter un sort interdit dans la ville. Après l'avoir lancé, la main de l'ennemi commence à pourrir et à se briser. Lorsque l'homme se tourne vers son maître, celui-ci lui répond qu'il est livré à lui-même, et il se désintègre en petits morceaux qui volent au vent. Les autres créatures se disent de se retirer immédiatement et de fermer les portails. L'ennemi de ce type est épuisé devant lui, à peine s'il parle du fait que son précieux pouvoir a atteint sa limite. Et le protagoniste commence à sourire et à ricaner méchamment. Les mutants sont ceux qui, au cours du processus d'éveil, ont découvert la profession cachée des ténèbres. Ils ont la capacité d'utiliser le pouvoir des ténèbres, qui leur donne une puissance supérieure à celle des professions standards de même niveau, mais que se passe-t-il s'ils perdent l'abri fourni par le pouvoir des ténèbres? Il vaut mieux ne pas le savoir. Après avoir affronté un nouvel ennemi, le protagoniste déclare qu'il est difficile de faire face à des ennemis comme celui-ci. Un peu fatigué, il est heureux de pouvoir au moins utiliser toute sa puissance sans se soucier de la défense. Il décide de ramasser rapidement tout le butin de la terre avant que quelqu'un ne le remarque, et pense qu'il est temps de se dépêcher de rentrer chez lui. À ce moment-là, deux jeunes filles d'une unité secrète spéciale se promènent dans les rues de la ville, observant les bâtiments détruits. L'un d'eux raconte que les monstres ont reculé et que les portes du royaume secret ont également disparu. Puis l'autre réfléchit, d'abord aux deux sorts de destruction des ordures, puis à l'invasion de la réalité par le royaume secret, chaque événement apparaissant soudainement et disparaissant aussi soudainement, se demandant ce que veulent les ennemis. Elle demande ensuite à son partenaire ce qu'il est advenu des autres lieux, et ce dernier de répondre que la situation est en grande partie sous le contrôle du chef, à l'exception des lourdes pertes. Alors la fille aux lunettes suggère d'y aller quand même, et de tout vérifier. À ce moment, Duan examine l'ennemi qui a été touché par Ningfeng. Il se demande qui a le pouvoir de lui lancer de telles attaques et de tels sorts. Il est interrompu par deux filles du secret qui lui ont dit de ne pas bouger et qui lui demandent qui il estimate. L'homme répond qu'ils peuvent se détendre car il est membre du nuage au-delà des illusions et, pour prouver ses dires, il montre l'emblème. L'une des filles demande si Cloud Beyond Illusion est une organisation non officielle composée uniquement de combattants, mais elle obtient une réponse affirmative. Elle lui demande également pourquoi il est venu ici, car d'après ce qu'elle a entendu, leurs opérations ont tendance à être clandestines par nature. Le combattant répond alors qu'il est venu ici à cause de lui et désigne le mort. Ce type était un membre régulier de leur équipe, mais il a trahi l'organisation, il a aidé le royaume secret à organiser une embuscade sur leur camp, et à la fin, à l'exception de quelques survivants, tous les autres sont morts. L'une des filles demande alors si ce n'est pas la même chose que ce qui vient de se passer, mais l'autre demande au gars s'il se pourrait que la mort de ce dernier ait contribué à l'invasion du royaume secret. Mais le combattant demande aux filles si leur groupe a massacré ce type, ce à quoi elles répondent que non, et qu'elles ne savent pas qui ferait une telle chose. La femme se dit que l'homme a dû aimer se cacher dans l'espace secret de manière très intelligente, car elle a essayé de le retrouver à plusieurs reprises, mais il a toujours réussi à s'éclipser. Elle réfléchit également au fait que, malgré la puissance de la troisième transformation du capitaine Joe, toute l'armée est morte en tentant de détruire directement l'ennemi et d'empêcher l'invasion du royaume secret. Les deux combattants se demandent si la ville dispose vraiment de chiffres aussi impressionnants. L'homme part alors en disant qu'il veut essayer de chercher quelque chose. Pendant ce temps, Ningfeng est déjà chez lui, heureux d'avoir récupéré deux objets de qualité orange pour la profession de combattant, le haut et le bas du set de gloire éternelle. Mais le gars n'en a pas vu sur son ennemi et pense que ce dernier ne peut pas atteindre le niveau requis. Sinon il devrait compter sur l'utilisation d'un sort interdit pour gagner. Ningfeng a également trouvé un pendentif à l'aspect inhabituel, mais il n'a aucune qualité et l'information est indiquée comme inconnue. En regardant le pendentif, il pense qu'il ne peut pas contenir une ancienne divinité ou quelque chose d'autre. Mais il se trompe, car à ce moment précis, grâce au pendentif, une entité peut l'espionner. Le monstre est heureux d'avoir agi rapidement et d'avoir fermé le royaume secret à temps, en espérant qu'ils n'ont pas attiré l'attention sur eux. Mais soudain,
L'homme regarde la créature et répète qu'il ne peut y avoir de divinité ancienne ou quoi que ce soit d'autre dans le pendentif. Le type s'affole et ordonne de couper la connexion parce qu'il ne peut pas être autorisé à connaître leur position. La divinité dit que ce type l'a vraiment effrayé et se demande comment il a pu sentir sa présence. Pendant ce temps, une fille de l'équipe secrète vient rendre visite aux combattants à l'hôpital. Et le gars dit qu'il y avait un combattant sur le champ de bataille qui est venu à leur secours. Dès que les ennemis l'ont vu, ils ont immédiatement ouvert un portail vers le royaume secret et se sont enfuis. La femme répond qu'elle sent clairement que la force de cet homme est aussi forte que la sienne. L'homme à côté d'elle dit que l'homme qui a pu échapper à la capture a été soudainement détruit par la figure mystérieuse. Le solitaire ajoute qu'il est possible qu'il ne fasse que passer ou qu'il vive en reclus. Mais ce qui est certain, c'est que le mystérieux personnage n'est pas officiellement enregistré, et qu'à part des traces de magie normale, il n'y a pas eu de découverte particulière sur le champ de bataille la nuit dernière. Le combattant dit qu'il serait réconfortant que le mystérieux personnage s'installe parmi eux, la simple idée lui procurant un sentiment de sécurité. L'homme aux lunettes les informe soudain qu'il a eu une bonne idée. Depuis la nuit dernière, les restes des forces des ténèbres devraient être laissés sur le champ de bataille. Et bien sûr, les ennemis sont des monstres du royaume secret. Il suppose alors que le mystérieux personnage est peut-être aussi un mutant. Cependant, les deux sorts destructeurs n'ont fait aucune victime. Sans le laisser terminer sa pensée, le combattant blessé dit que c'est impossible et que l'homme s'énerve trop. La jeune fille à côté d'eux commence à réfléchir au fait que tout pourrait être beaucoup plus simple. À cette époque, le personnage principal part en mission pour changer de métier. Il arrive à un endroit où se trouve un immense royaume des temples brillants. Mais Ning Feng ne se rend même pas compte qu'un membre du nuage au-delà des illusions le suit. Depuis que cet homme est arrivé au Yuan Cheng Exchange il y a quelques jours pour voir M. Wang, il se serre la main, puis Wang dit qu'il a entendu dire que l'homme souhaitait acheter le kit de 4e transformation. Pendant ce temps, la conseillère pense qu'avec un homme d'un tel niveau, d'une telle beauté et d'une telle habileté technique, il n'y aura pas de souci à l'avenir. Wang explique qu'il se trouve qu'un client de longue date vient de l'appeler pour lui demander d'acheter l'ensemble de combattants 4e transformation, mais qu'il ne dispose actuellement que de 2 articles. Le membre de la guilde n'a pas fini d'écouter et demande où il peut trouver l'homme. Cependant, l'homme le calme en lui disant qu'il semble que cet acheteur ait d'autres choses à faire aujourd'hui et qu'il ne pourra donc pas venir. L'homme pense que l'ensemble 2 pièces 4e transformation, le haut et le pantalon, correspondent tous aux informations clés, et il y a de fortes chances que les tenues décrites par cet homme soient effectivement l'héritage du maître. Il demande donc à M. Wang s'il peut lui indiquer où se trouve un client de longue date, et ajoute qu'il peut payer pour ces informations. Ce dernier pense que les 2 hommes sont de mèche, car dès que Ning Feng a dit qu'il voulait vendre le costume, ce monsieur s'est présenté à la porte pour poser des questions à ce sujet, ce qui est presque surnaturel. Wang finit par répondre qu'il se souvient que ce client a mentionné qu'il devait s'occuper d'une affaire dans une ville voisine, et qu'il va donc les rappeler pour confirmer l'information. Après le départ de l'homme, M. Wang s'assure encore auprès de la consultante qu'elle a bien voulu l'escorter. La femme lui demande alors s'il va bien, car il a l'air très tendu. L'homme répond qu'il a demandé à quelqu'un de se renseigner sur le passé de Ning Feng, et il s'est avéré que ses parents étaient des gens de profession ordinaire, qu'ils sont morts dans un accident quand le garçon était jeune, qu'il est allé au lycée, et qu'il ne s'est éveillé à la profession d'une étoile qu'à l'âge de 18 ans. La femme dit que d'après son apparence, elle a d'abord pensé qu'il était plutôt redoutable, voire sans talent, mais qu'elle se doutait que quelque chose n'allait pas chez lui. Elle lui demande où il a pu se procurer les articles qu'il vendait dans leur établissement, car avec une telle profession, il est impossible de se procurer de si bonnes choses, et Wang lui répond que c'est bien là le problème. Le conseiller réfléchit au fait que le client, l'air mécontent, demande alors si Ning Feng a volé le costume qu'il lui a vendu. L'un d'eux répond qu'il n'est pas certain qu'il ait pu être volé, mais qu'il a probablement été obtenu illégalement. Il semble qu'il ait eu affaire à quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. La femme dit que la 4e transformation est même considérée comme la meilleure de la province de Beishan, et réfléchit au fait que le personnel a certainement été volé, et que ce serait un divertissement assez amusant. Actuellement, Ning Feng est déjà proche du royaume du Temple Radieux, et le membre de la guilde continue de le suivre. Il trouve incroyable que quelqu'un d'aussi jeune ait pu empêcher l'invasion du royaume secret, car même quelqu'un d'aussi puissant que son professeur a été vaincu par le chef des royaumes secrets. Et d'après les informations, l'héritage du maître pourrait être entre ses mains. Et si Ning Feng lui-même n'est pas puissant, alors ce devrait être la personne qui le couvre. En s'approchant du royaume, le protagoniste voit différents combattants se battre contre des créatures. Il commence alors à changer d'équipement, et l'espion pense qu'à en juger par l'équipement du type, il doit être habillé de quelque chose de cool. Mais le protagoniste est réincarné, et il porte un costume des plus ordinaires. L'homme est surpris, il trouve que le type a l'air trop simple,
qu'il ressemble à un étudiant qui n'a pas encore fini l'école, et il pense qu'il s'agit peut-être d'un déguisement. Après tout, compte tenu de son âge et de son déguisement de débutant, il n'éveillera pas les soupçons, ce qui lui permettra de se fondre facilement dans la foule. Et s'il couvre intentionnellement ses traces, le type pourrait essayer de se cacher, et pour éviter de l'alerter, l'espion ne peut pas le suivre de trop près. Il décide donc, par précaution, d'utiliser la compétence accompagnement spirituel pour marquer son emplacement. Et Duan décide de le marquer avec son apparence typique. Il se demande ce que Ning Feng fait ici si les monstres du royaume secret ne sont pas particulièrement forts. Mais le protagoniste ignore les faibles créatures à l'entrée et entre dans le château. Avant même qu'il ne puisse réagir, il est attaqué par une énorme créature qui fait sortir du feu de sa bouche, mais un bouclier apparaît instantanément devant lui. L'espion est horrifié par le fait que l'homme dispose d'une défense absolue qui semble hors de portée. Il remarque également que tous les monstres commencent à éviter le protagoniste, et se rend compte que ce dernier est tout à fait inhabituel. L'espion remarque alors que Ning Feng s'approche d'une énorme statue. Il se demande si le gars va combattre le boss tout seul, et ne comprend pas pourquoi un homme aussi puissant que lui s'amuserait avec un boss de si bas niveau. La statue, quant à elle, n'émet aucun son et ne bouge même pas, ce qui étonne beaucoup Duan. Le protagoniste passe donc tranquillement, pensant qu'il ne s'agit pas de l'homme mentionné dans le manuel de la tâche. Lorsqu'il arrive au bon endroit, une créature dotée d'ailes dorées et d'une armure apparaît devant lui. Ses yeux s'illuminent d'une couleur jaune et il s'envole immédiatement vers le haut. Ning Feng, qui observe les moindres mouvements de son adversaire, se demande pourquoi celui-ci s'est brusquement mis à fuir. Et Duan est à nouveau surpris après avoir réalisé qu'il pourrait s'agir d'un boss caché rare. Se souvenant des termes de la mission, à savoir qu'il doit entrer dans le temple du royaume et obtenir l'emblème, il décide qu'il est temps d'agir. Il n'est pas surpris qu'il s'agisse d'une mission de haut niveau, car si un homme d'une étoile y était confronté, il ne pourrait pas y faire face. À ce moment-là, le patron panique et se dit que l'apparence de ce type est absolument horrible, d'autant plus qu'il n'a nulle part où s'enfuir. Ning Feng avance les mains, prêt à utiliser sa force. Ensuite, il utilise le sombre sort interdit, Descente du tonnerre, qui provoque un puissant orage, attirant la colère des cieux, ce qui permet d'assommer le boss en un clin d'œil, sans même lui laisser une chance de parer. Duan s'assoit par terre de stupéfaction et ne sait même plus où donner de la tête. Il n'a jamais vu une magie aussi destructrice. C'est trop terrifiant, après tout. La force du patron est sans aucun doute supérieure à celle de son maître. Alors, pourrait-il s'agir de la puissance légendaire des 8 étoiles? Ning Feng pense qu'avant d'atteindre la première transformation, il n'a aucun moyen d'augmenter encore son rang, et que tous CS points d'expérience ne sont qu'une perte de temps. Mais il se rend compte que ce n'est pas grave. Après tout, il a l'emblème et il n'a plus qu'à y retourner pour accomplir la mission. L'emblème divin de rareté orange donne plus 8 points d'attribut et un effet de récupération de 100%. Puis, lorsque le gars décide qu'il est temps d'utiliser le téléporteur, Duan sort de sa cachette et lui demande d'attendre une minute. Le protagoniste commence à se demander ce que cet homme a vu et d'où il vient. L'espion remarque que l'expression du visage de l'homme semble très mécontente. L'homme lui demande alors de ne pas se mettre en colère et de le laisser tout expliquer. Mais soudain, ils entendent un bruit de sirène très fort et horrible, et Ning Feng suggère qu'ils quittent l'endroit pour commencer et qu'ils discutent ensuite en paix. Quelques instants plus tard, les hommes sont déjà assis sous un arbre dans les montagnes. Le garçon demande si Duan l'a suivi pendant toute la durée de son voyage. Il commence à s'excuser, disant qu'il n'avait pas d'autres intentions, qu'il voulait juste confirmer l'information et que s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, il ne l'aurait jamais cru. Il dit que même si son maître était redoutable, il n'a payé de sa vie que l'isolement temporaire du royaume envahisseur en permettant aux traîtres de s'échapper, et que l'ennemi a persisté à utiliser des gens comme sacrifice pour tenter de briser le sceau, de sorte que Duan l'a poursuivi sans relâche, mais en vain. Mais à ce moment, le protagoniste pense au fait que l'espion est un maître de la transformation 4 étoiles, et que s'il ne se révélait pas, le type ne remarquerait même pas l'homme. Et Ning Feng est sûr que c'est parce que son niveau est trop bas. À ce moment-là, Duan est effrayé par l'expression du visage du protagoniste. Il a peur qu'il l'achève pour le faire taire. Il commence à lui dire qu'il lui est incroyablement reconnaissant de l'avoir aidé à venger son maître, et que si Ning Feng a besoin de quoi que ce soit, il l'aidera. Le protagoniste se rend compte que cet homme a un niveau correct et qu'il travaille seul, de sorte qu'une bonne relation avec lui pourrait être utile. Il dit qu'il veut que personne d'autre que lui ne soit au courant des événements d'aujourd'hui, et Duan promet de se taire. L'homme sait que le pouvoir de Ning Feng est attribuée à l'énorme puissance des ténèbres. Mais, malgré cela, elle a épargné des innocents et a réussi à repousser l'invasion du royaume secret et à sauver la ville entière, ceux qui méritent le respect. Le protagoniste leur propose de rester quelque part dans la ville, car ils n'ont nulle part où aller. Mais soudain,
Le téléphone sonne et l'homme décroche. Il entend la voix de son professeur qui lui demande où il se trouve. Qui l'informe qu'il n'est plus très loin de la ville et qu'il s'apprête à rentrer, lui demande s'il a besoin de quelque chose et ajoute qu'à son retour, elle souhaite discuter de quelque chose avec lui. L'homme est alarmé par cet appel et commence à se demander pourquoi le professeur l'a appelé tout d'un coup. Pendant ce temps, Qi raconte que Ning Feng se prépare déjà à revenir. La femme de la brigade secrète affirme que sans l'enquête menée à temps, cet étudiant aurait pu passer inaperçu. L'enseignant dit que le garçon a un bon caractère et qu'il est très intelligent dans ses études, et qu'il n'est donc pas une mauvaise personne. Monsieur Singleton se souvient qu'il a été mentionné lors de la réunion qu'il s'agissait d'une situation initiale qui continuerait à faire l'objet d'une enquête et qu'ils espéraient que cela attirerait l'attention des autorités supérieures. Elle leur a également demandé s'ils pensaient que les 2 sorts destructeurs apparus dans la ville pouvaient être causés par des mutants. Les membres de l'Assemblée se regardent les uns les autres en se demandant pourquoi la jeune fille leur a posé une telle question. L'un d'eux répond qu'il est lui-même un mutant et lui demande pourquoi elle pose une telle question. Elle dit que ceux qui utilisent le pouvoir des ténèbres doivent en même temps payer le prix, et que plus le mutant est fort, plus le prix à payer est élevé. Par la suite, une personne peut devenir un nouveau type de monstre, ou, si elle ne fait pas attention, son destin peut être pire que la mort, de sorte qu'un mutant de niveau roi ne peut tout simplement pas exister. L'un des hommes dit qu'elle seule a pu inventer une telle absurdité, à savoir un mutant de niveau royal, et qu'avec de telles histoires, elle aurait dû faire carrière en tant que scénariste. La jeune fille lui répond qu'elle ne fait qu'envisager toutes les options et que c'est à eux de décider s'ils veulent l'écouter ou non. L'homme dit en riant que cela ne vaut pas la peine d'esquiver ou de trouver des excuses, parce qu'elle est incompétente pour cacher quelque chose. Il se met à rire en disant que si elle a raison et qu'il y a vraiment un mutant de niveau roi, il lui coupera la tête et elle pourra s'en servir comme ballon de foot. L'homme plus âgé l'informe alors qu'une équipe d'enquêteurs a déjà été envoyée dans la ville et qu'ils espèrent coopérer avec le solitaire, mais que l'équipe prendra en charge toutes ses tâches si cela s'avère nécessaire. La femme s'oppose, cela signifie-t-il qu'ils ne lui font pas confiance? Mais on lui répond qu'il ne s'agit pas de méfiance et qu'on lui demande simplement d'être patiente. Soudain, son assistante fait irruption dans le bureau, disant qu'elle a des nouvelles pour son capitaine. Elle raconte qu'une force destructrice s'est abattue sur le royaume du Temple brillant, mais qu'heureusement personne n'a été blessé. Après en avoir parlé à tous les professeurs, qui objectent qu'apparemment, lors de l'enquête, il y a eu une erreur. Mais le solitaire affirme avec confiance que toutes les informations sont correctes. Elle complète également le fait que tout cela devient de plus en plus intéressant. À l'heure actuelle, Longbow City est couverte par un bouclier bleu. Ning Feng et Duan se tiennent dans la foule et écoutent tout le monde discuter du champ de défense. Quelqu'un dit même que ce dôme l'effraie. Mais le gardien répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le bouclier protecteur a été activé à un niveau élevé qui bloquera les forces obscures à l'extérieur et n'affectera pas la zone de la ville. L'homme estime que le vacarme qu'il vient de provoquer était trop fort, puisque l'alerte maximale a été immédiatement annoncée. Et il devra apparemment attendre que les choses se calment pour ramener la voiture à la maison en premier. À ce moment-là, des êtres sortent d'un étrange portail et demandent s'il s'agit du monde des humains. Ils se demandent pourquoi les humains ont décidé d'activer le bouclier magique. Et une autre créature répond que les humains préfèrent toujours se cacher. C'est alors qu'une armée de monstres fait son apparition, et le responsable de la préparation dit que, malheureusement, ces choses humaines n'aideront pas à les éloigner, et ils vont leur réserver une grande surprise en s'attaquant à la population. En levant la tête, les humains voient une meute de créatures traverser le dôme. Les gens commencent à crier et tentent de s'enfuir pour se sauver, mais certains sont déjà blessés. Les gardes sont très surpris et ne comprennent pas comment les monstres ont pu traverser le bouclier. La panique s'installe dans la ville, les gens commencent à se bousculer, les gardes demandent d'être plus prudents car ils ont peur de frapper les civils avec leurs épées. Duan crée son propre mini-bouclier, protégeant ainsi Ning Feng et lui-même. L'homme dit qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle invasion de grande intensité, comme la nuit dernière. Duan demande s'ils doivent prendre des mesures, mais le protagoniste demande en réponse si l'homme a une solution à proposer. Mais l'homme ne comprend pas pourquoi il devrait lui demander sa solution alors qu'il peut facilement régler le problème lui-même. Il se dit alors que le patron veut simplement le mettre à l'épreuve. Il explique donc comment il va résoudre le problème maintenant, et l'homme peut le lui fournir. À ce moment-là, Ning Feng pense qu'il y a déjà beaucoup de monde et qu'il ne se sentira pas à l'aise pour utiliser son pouvoir, et décide donc de le laisser s'occuper de tout. Soudain, le monstre principal apparaît, et Duan crée instantanément un bouclier autour de lui et de son nouveau chef. Le loup-garou a beau utiliser des épées et des flèches, rien n'y fait. L'un des vagabonds demande avec crainte comment il est possible qu'il ne puisse même pas l'approcher. Le monstre, lui, dit qu'il est déçu qu'il n'y ait pas de forte personnalité parmi les humains. Il commence alors à se diriger vers les civils qui tentent de s'échapper. Il brandit alors son épée, affirmant que tous les humains sont inutiles. Cependant, il est arrêté par Duan,
qui stoppe son coup avec son épée. L'homme dit que même si son patron n'a pas besoin de protection, il aurait tort de rester les bras croisés et de regarder les autres s'en occuper seul. Il dit ensuite que c'est le patron qui le lui a donné, et Ning Feng lui demande d'arrêter de l'appeler ainsi parce que cela l'embarrasse. Le monstre s'étonne en disant qu'apparemment tous les humains ne sont pas inutiles. Ils commencent alors à se battre, et, dès le premier coup de poing, l'homme repousse le monstre, à tel point qu'il crache un liquide bleu. Duan pulvérise alors la créature en un instant, la découpant en milliers de morceaux. Les gens s'interrogent sur la puissance de ce type, car le monstre n'a même pas eu le temps de riposter. Certains pensent même qu'il a la profession cachée la plus cotée. Il s'avère que le guerrier secret est de niveau 137 et qu'il a une profession cachée classée 5 étoiles. Ning Feng est très étonné par la force et l'agilité de cet homme. La créature extérieure informe l'armée que le chef des monstres a été vaincu et leur ordonne de commencer la contre-attaque. Duan s'approche pour voir s'il y a autre chose à faire, mais le protagoniste répond que rien n'est nécessaire et que le guerrier a fait du bon travail. Les gens qui l'entourent ne comprennent pas pourquoi un homme aussi puissant le traite avec une telle révérence, certains pensant même qu'il s'agit du jeune chef d'une famille célèbre qui voyage avec lui. Duan lui tend alors le butin orange laissé par le boss et lui demande d'accepter. Il dit que même s'il ne peut pas l'utiliser lui-même, une simple vente au hasard lui rapportera 10 000 cristaux. Ning Feng pense qu'un livre de compétences en dextérité serait parfait pour Wang Yue. Quant au bouclier, le gars va le vendre pour une bonne somme, mais plus tard. Un soldat s'approche soudain des hommes et leur demande s'il peut leur parler. Puis un autre vient remercier les deux hommes forts d'avoir visité et sauvé la ville de Longbo. Il présente le maire de la ville, dit qu'il s'appelle Kai Dongming et ajoute que les gars ne ressemblent pas à des habitants. Ning Feng dit qu'ils sont venus ici pour affaires, mais qu'ils ne s'attendaient pas à être piégés ici et qu'ils ne pouvaient pas partir avant une certaine heure. Il regarde alors le maire avec colère et lui demande s'il en connaît la raison, ce à quoi le maire répond que c'est parce qu'ils ont déclaré un niveau d'alerte élevé. Le soldat s'excuse également pour le dérangement, mais le gars dit simplement que ce n'est pas de sa faute et que tout va bien. Le maire demande à son assistant d'aller chercher le parchemin de volume qu'il vient d'acheter et de l'apporter pour qu'il puisse se réconcilier avec son patron. Feng se rend compte que le parchemin de voyage est un objet jetable précieux, difficile à obtenir dans sa petite ville, qui permet de se déplacer facilement et rapidement sur de courtes ou moyennes distances. Mais le maire leur demande de rester au moins quelques jours de plus, parce que la ville est troublée et qu'il n'y a pas assez de gardes. Celui-ci lui répond qu'il est très occupé en ce moment et qu'il ne pourra peut-être pas répondre à sa demande. En fait, il craint de ne pas avoir le temps d'accomplir la mission pour la première transformation. Mais Kai Dongming a tellement peur du protagoniste qu'il pense qu'il est en fait très en colère et commence à s'excuser en disant que c'est de leur faute. C'est alors que l'assistant du maire apporte enfin un rouleau de voyage pour Ning Feng. Le maire, quant à lui, tend le cadeau au protagoniste en lui disant qu'il s'agit de la meilleure carte noire de Yangsheng Trading et que ce n'est qu'un petit témoignage de reconnaissance. Il a entendu dire que cette carte n'est attribuée qu'à un petit nombre de personnes qui ont réussi et qui bénéficient de divers privilèges. Après avoir reçu le cadeau, Ning Feng est très heureuse et remercie Kai Dongming. Le maire sourit également, mais se dit qu'il a vraiment peur qu'il se retourne contre lui. L'homme demande alors s'il peut compter sur le nouveau patron en cas de danger soudain à Longbo Town. Le protagoniste répond calmement qu'il n'y aura pas de problème tant qu'il aura le temps. Tout le monde autour de lui se met à applaudir, heureux que le patron ait accepté, ce qui signifie que la ville est en sécurité. Ensuite, les deux hommes s'en vont quelque part, laissant derrière eux deux faisceaux lumineux. Pendant ce temps, l'équipe de Yue l'attend à l'extérieur du bâtiment de changement de profession. Bientôt, elle apparaît avec un mage aux cheveux bleus de son équipe. Mais elle est soudain distraite par quelque chose, et son compagnon lui demande si tout va bien. La jeune fille répond qu'elle vient de voir deux personnes passer en volant, et l'une d'elles lui semble être Ning Feng. Le mage se met à rire en disant qu'un parchemin de voyage coûte 1000 cristaux et qu'un pauvre type comme lui ne peut pas se l'offrir. Yue lui lance un regard furieux et lui dit que s'il ose dire un mot de plus contre son ami, il ferait mieux de se préparer aux conséquences. L'homme ne comprend pas pourquoi elle parle toujours d'un homme sans espoir comme Ning Feng et pourquoi elle ne l'aime pas par rapport à cet ami. La prêtresse les interrompt en leur disant qu'ils ne devraient pas s'attarder sur des pensées sans intérêt et leur demande comment se déroule la deuxième mission de transformation qu'ils ont tous deux acceptée. L'homme signale qu'il a un niveau A et qu'il aurait souhaité atteindre un niveau C. Le porteur de bouclier répond que c'est déjà un très bon résultat, car seuls les plus fortunés peuvent atteindre un niveau élevé. Un autre membre affirme qu'à l'âge de 18 ans, l'achèvement de la deuxième transformation transforme le mage en une étoile supernova qui veut acquérir les meilleures universités. La prêtresse ne quitte pas non plus l'attention de Yue et lui demande comment elle a géré l'épreuve. Cependant, la jeune fille n'a pas l'air heureuse. Son regard est très terne et tombant. Ensuite, un autre membre de l'équipe est intervenu pour demander s'il était possible que la fille ait obtenu un niveau inférieur à la moyenne. La mage narcissique commence alors à penser à l'embarras qu'elle doit ressentir,
puisque la fille de génie a été confrontée à l'échec au tribunal. Il dit ensuite à Yue qu'elle ne doit pas s'énerver, qu'elle doit simplement s'entraîner davantage et que si elle échoue soudainement, elle peut toujours lui demander de l'aide. Mais la jeune fille répond que s'il n'est pas triste pour son niveau A, pourquoi devrait-elle être triste pour son niveau C? Toute l'équipe est immédiatement très surprise par cette tournure inattendue des événements. La prêtresse demande pourquoi la jeune fille ne lui en a pas parlé tout de suite, mais Yue sent quelque chose car sa situation est différente de celle des autres. Après tout, sa mission consiste à découvrir une profession cachée dont elle n'a jamais entendu parler auparavant. Le magicien se demande comment cela est possible. Il n'a jamais entendu parler d'une telle chose et demande si Yue ne se trompe pas. C'est alors que l'ami du protagoniste commence à se souvenir de son épreuve pour changer de métier. Un signe apparaît devant elle, indiquant que des améliorations ont été apportées à la profession. Un élément clé apparaît à côté de son emblème lorsqu'elle est transférée, ce qui permet à la profession initiale d'archer de devenir avant-garde de l'ombre. La jeune fille ne se rend pas compte de ce qui se passe et s'étonne que l'interface soit si étrange. Yue comprend qu'il s'agit de l'emblème de l'avant-garde doué, celui qui a cet effet. La jeune fille pense soudain qu'au moment où il lui a donné l'emblème, il avait l'air assez sûr de lui, peut-être savait-il déjà tout. Elle choisit donc de s'améliorer et nous remercions son ami pour ce merveilleux cadeau. Son histoire se termine ici, et la prêtresse se demande si elle sera capable de prendre des décisions au hasard. Mais le magicien hurle qu'il n'a jamais entendu parler de l'ombre de l'avant-garde et qu'il s'agit probablement d'un problème dans le système et que si elle fait le mauvais choix, la fille pourrait ruiner sa vie. Ce à quoi South répond qu'elle n'a pas besoin que l'homme se préoccupe de ses affaires, et l'homme dit qu'il le fait pour son propre bien. Au bout de quelques secondes, vous remarquez que personne ne se soucie de ce qu'il dit, car le reste de l'équipe commence à féliciter Yue et à se réjouir pour elle. Le mage se dit alors qu'il doit trouver cet emblème, quoi qu'il lui en coûte et quel que soit le danger que cela représente. C'est à ce moment que Ningfeng obtient son emblème orange tant convoité. Ensuite, sa poitrine émet de la lumière et indique que la mission est achevée à 100%. Il est très heureux que les attributs aient été grandement améliorés et que de nouvelles compétences aient été ajoutées, comme la manipulation précise de sorts interdits, car il se demande jusqu'à quel point ces compétences peuvent être augmentées. Et Ningfeng suggère à Duan d'essayer ces sorts la prochaine fois qu'il en aura l'occasion. Soudain, Lone apparaît au loin, pensant à ce que le combattant qu'elle a vu récemment fait avec le protagoniste, et pense qu'à en juger par son apparence, il garde Ningfeng. Elle se souvient également que, d'après le rapport des services de renseignement, ce type, bien que jeune, possède déjà la 4e capacité de transformation. Cependant, selon le personnel, lorsqu'ils sont entrés pour la première fois, ce combattant a toujours suivi Feng, faisant preuve d'une attitude très respectueuse. Elle informe donc rapidement le professeur Qi par l'intermédiaire de l'oreillette que son élève n'est pas aussi facile qu'elle le pense. Elle ajoute que toutes les étapes suivantes ne dépendent plus que d'elle, et Qi répond qu'elle n'a pas à s'en inquiéter. Elle pense que Ningfeng est quelqu'un de bien et qu'il ne serait pas leur ennemi. Alors que les garçons sont déjà dehors, discutant et riant joyeusement de quelque chose, le personnage principal est soudain interpellé par le professeur Qi. L'homme lui demande immédiatement s'il y a quelque chose qu'elle attendait de lui lorsqu'elle l'a appelé plus tôt, et la femme répond sans hésiter que oui, elle veut discuter de quelque chose. Duan décide de ne pas les déranger et les laisse seuls en disant qu'il attendra son patron non loin de là, ce qui surprend immédiatement Qi, ainsi que Ningfeng. L'homme décide de dire que son compagnon ne fait que plaisanter et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. La femme devient sérieuse et demande s'il est vrai que le protagoniste a achevé la première transformation. Feng est choqué par les questions de l'enseignante, car il n'était pas du tout préparé à ce genre de questions. Même s'il n'avait pas l'intention de garder le secret, il ne pouvait même pas penser qu'il serait découvert si rapidement. Mais Qi est l'une des rares personnes en qui il peut avoir confiance, et il est donc certain qu'elle ne lui fera aucun mal. Ningfeng répond en souriant qu'il est vrai qu'il a terminé la première transformation, mais qu'il ne veut pas que beaucoup de gens le sachent, car il serait très difficile d'expliquer comment cela s'est produit. L'enseignante dit alors qu'elle a une autre question qui peut sembler impensable, mais qu'elle a besoin de savoir si cela a un rapport avec le pouvoir des ténèbres. L'homme se demande pourquoi elle lui pose ces questions, et se demande si elle essaie de lui dire que son système a été piraté. La femme l'informe qu'en raison d'anomalies survenues récemment dans le monde, l'invasion de la réalité par le royaume secret s'intensifie et que de nombreuses personnes deviennent des mutants sous l'influence de la puissance des ténèbres. En réponse, le type se contente de rire à nouveau, disant qu'il comprend, mais que Qi n'a pas à s'inquiéter puisqu'il n'est pas un mutant, et qu'il pense lui-même que puisque les autorités surveillent de près les mutants, il vaut mieux ne pas leur chercher des noises de quelque manière que ce soit. La femme lui tend alors une pierre noire et lui dit que s'il dit la vérité, il pourra interagir avec cette pierre pour un test. Ningfeng doit verser son pouvoir dans le cristal, ce qui révélera le niveau du pouvoir des ténèbres. Lorsque le garçon devient nerveux, Qi se rend compte que son élève hésite,
ce qu'il ne fait pas d'habitude. L'homme dit que c'est la première fois qu'il est confronté à une telle situation et commence à devenir un peu nerveux sans raison. Dès que le protagoniste touche le cristal, celui-ci se brise. L'élève et l'enseignant sont tous deux choqués que cela se soit produit. Ning Fantasy est confuse et demande à Ki ce qui se passe. La femme se souvient que Solitaire a dit que le cristal magique est extrêmement sensible au pouvoir des ténèbres, de sorte que les autorités l'utilisent souvent pour détecter les mutants. Lorsque la force des ténèbres entre en contact avec le cristal, celui-ci se met à vibrer, et plus l'amplitude de la secousse est forte, plus le niveau de la force des ténèbres est élevé. Mais qui se demande si quelqu'un peut lui dire exactement ce qu'on entend par tir direct? Il dit qu'un changement de carrière juste après le réveil peut sembler incroyable, mais le professeur Ki le connaît depuis très longtemps, et elle ne lui fait pas confiance. Elle commence à réfléchir au fait que cet homme a perdu ses parents à un jeune âge et que son réveil s'est produit plus tard que d'autres, de sorte qu'il n'est pas facile de garder une attitude aussi optimiste et positive. La femme l'informe qu'elle lui fait personnellement confiance, bien sûr, mais qu'il est de son devoir de rendre compte des événements d'aujourd'hui et qu'elle espère qu'il comprend. Il pense qu'il n'est pas sûr de la réaction des autorités, mais dans les circonstances inévitables, il n'a pas d'autre choix que de quitter cette ville. Soudain, quelque chose brille dans la main de Ki, et elle dit que c'est pour lui ce qui surprend l'homme. La jeune fille lui tend un livre d'une rareté mauve, qu'elle lui offre en cadeau, en le félicitant d'avoir réussi son éveil. Le garçon remercie sa maîtresse pour toute la gentillesse qu'elle lui a témoignée au fil des ans et lui dit qu'il a préparé un cadeau pour elle aussi, une ceinture de rareté orange vent sacré qui restaure les soins et l'endurance de 50%. Le professeur est très surpris par ce don, affirmant que cette capacité à jeter des sorts sans les utiliser directement pourrait sauver plusieurs vies dans des moments critiques. Elle s'écrie alors que c'est trop précieux et qu'elle ne peut pas l'accepter, mais le type lui dit qu'il s'agit d'une récompense pour une mission de changement de carrière, et il lui demande donc de ne pas refuser. Il dit ensuite que son ami attend toujours et que si rien d'autre n'est nécessaire, il poursuivra son chemin, puis il s'en va. La femme reste encore quelques minutes à réfléchir au fait que le garçon lui a offert un objet d'une rareté orangée et ne comprend pas ce qui se passe avec Ning Feng. Pourquoi elle apporte la pierre cassée au bureau des aventuriers et laisse la solitaire et son assistante l'examiner. Cette dernière examine attentivement le cristal et déclare que c'est la première fois qu'elle est confrontée à une telle situation. Qui a peur de ce qui se passera si les autorités pensent que Ning Feng est une menace sérieuse? Madame Singleton se lève de table et dit qu'elle pense qu'il devrait s'arrêter à ce stade. Elle dit que son élève a dépassé toutes les idées qu'il se faisait de lui, que s'il est vraiment exceptionnel, il devrait chercher à négocier plutôt qu'à le provoquer. L'assistant demande s'il faut le signaler, mais Lone répond qu'il faut suspendre l'enquête sur Ning Feng et que toutes les informations le concernant doivent être strictement classifiées. Le professeur Ki est également d'accord avec cela, pensant qu'après tout, il est encore jeune et n'a pas beaucoup d'expérience en la matière, et que cela peut être considéré comme sa défense. Comme Ning Feng ne veut pas que ses secrets soient révélés, Lone suggère de se concentrer sur le combattant, car il est temps d'utiliser les talents, et avoir une autre personne forte à ses côtés ne fera pas de mal. À la tombée de la nuit, le protagoniste et son compagnon sont déjà rentrés chez eux, et le combattant demande à son patron pourquoi il a l'air triste. Ning Feng répond que son professeur vient de lui écrire un message disant que les autorités ont annulé leur enquête sur lui. Duan le regarde avec incompréhension et lui demande ce qu'il y a de mal à cela. Il s'avère qu'il s'inquiète de la façon dont il pourra améliorer son niveau à l'avenir, car chaque fois qu'il doit détruire un royaume secret, cela provoque trop de remous et a même déjà attiré l'attention des autorités. Duan pense que Ning Feng est vraiment un patron, car même ses soucis sont différents de ceux des gens ordinaires, il détruit à chaque fois le royaume secret, et s'il ne le voyait pas de ses propres yeux, il ne saurait pas comment continuer cette conversation. Il demande ensuite s'il ne serait pas préférable de le faire passer dans les services secrets qui ne sont pas enregistrés par les autorités. Il lui explique que des anomalies se sont produites récemment dans le monde entier, entraînant l'apparition de nombreux nouveaux mondes secrets, et que les autorités ne peuvent allouer des ressources que pour gérer certains de ces mondes secrets, tandis que d'autres ont été pris d'assaut par des forces maléfiques. Ning Feng se rend compte que cela pourrait être la solution à son problème et demande si Duan a des informations sur CS Mondes Secrets. Il me répond qu'il a bien sûr tout ce qu'il faut car le patron en a besoin et que je peux en trouver d'autres si nécessaire. Il le lui fournit ensuite et pense qu'il est beaucoup plus pratique pour Duan de se présenter que pour lui en tant qu'étudiant. Demain, il ira au centre commercial pour vendre son butin et en profitera pour se reposer un peu. De toute façon, lorsqu'il utilise des sorts interdits pour augmenter son niveau, il n'a pas à s'inquiéter d'être à la traîne par rapport aux autres joueurs. Au bout d'un moment, Duan pense à quelque chose qu'il n'avait pas réalisé, à savoir qu'au moment où il reviendrait du patron, il ferait nuit, alors elle reste à l'hôtel et trouve un endroit où louer une maison le lendemain. Duan est accueilli par un homme qui le salue soudainement,
ce qui le surprend beaucoup. Après s'être assis à une table, l'homme se présente comme le maire de la ville de Kinui et le remercie d'être intervenu et d'avoir sauvé des gens lors de la dernière invasion du royaume secret. Et il veut savoir s'il a l'intention de rester dans la ville de Kingyu. En recevant la réponse que Duan a des projets, le maire dit qu'ils sont géniaux parce qu'ils accueillent chaleureusement des personnalités aussi fortes. Il lui remet ensuite un crédit spécial d'aventurier délivré par la ville, qui lui confère de grands privilèges. S'il a des besoins à l'avenir, il lui suffit de nous le faire savoir, et nous ferons de notre mieux pour les satisfaire. Duan prend le beau carton rouge en regardant attentivement le logo. Pendant ce temps, Zhang Ji pense au fait que d'autres villes ont essayé de recruter Duan, mais qu'il les a toutes repoussées, alors même si leur ville est petite, il espère que les autres ne la mépriseront pas. Le garçon dit qu'il accepte le cadeau et le remercie pour sa gentillesse. Ils se serrent ensuite la main et le maire dit qu'il est lui aussi heureux que son cadeau soit accepté. Le patron pourrait en avoir besoin à l'avenir, il vaut donc la peine de le conserver pour l'instant. Le maire pense qu'avec un combattant de transformation de niveau four aussi puissant, la sécurité de sa ville sera encore plus assurée. Le maire demande alors à Duan s'il cherche un logement, puis lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper, car il va s'en occuper immédiatement. Pendant ce temps, Ningfeng joue à un jeu vidéo sur son téléphone et s'aperçoit soudain qu'il est l'heure d'aller se coucher. Il remarque alors que, malgré l'heure tardive, les membres du groupe de la classe s'envoient encore des SMS. Il se rend compte que tous ses camarades de classe ont éveillé leur pouvoir à l'âge de 16 ans et ont l'intention de passer l'examen d'entrée à l'université, qui exige de réussir la première transformation, ou plus, et il n'avait aucune idée qu'il pouvait devenir meilleur qu'eux en seulement quelques jours. Ici, un des fans de Wang Yue écrit que même si leur pouvoir ne les dérange pas, il y a des gens qui continuent à jouer, faisant allusion à Ningfeng. Le gars se demande pourquoi il se soucie de jouer à des jeux. Le professeur Qi apparaît dans le groupe et parle de ce type dans la salle de chat qui ne doit pas harceler les autres, et Ningfeng se met à rire. Le chat commence alors à dénoncer les mutants et l'invasion de plusieurs villes. Et le protagoniste se dit que même si le professeur et Duan lui ont dit que le monde était en train de changer, il n'a pas pu se rendre compte que ces changements étaient déjà si graves. Il pense aussi au fait que le gars de la dernière invasion s'est échappé. Il ne l'aurait pas humilié. Et à cet instant, un éternuement monstrueux émet une question qui explique pourquoi il a soudain ressenti un sentiment d'effroi. Le lendemain, le protagoniste se rend au centre d'échange pour vendre enfin tout ce dont il a besoin. À ce moment-là, dans l'immeuble, une conseillère en prévention demande à Yangxing pourquoi une personne viendrait travailler alors qu'elle n'est pas complètement remise de ses blessures. Yangxing répond qu'elle n'est pas gravement blessée et qu'elle va bien maintenant. Mais la femme continue et dit qu'elle peut prétendre qu'elle va bien, mais que ce qu'elle veut vraiment, c'est retourner en arrière et gravir rapidement les échelons de la carrière. Elle ajoute ensuite qu'elle peut parier que sa carrière s'est arrêtée au moment où son client s'est avéré être un voleur qui a osé s'attaquer à la centrale de 4e transformation, qui a probablement été détruite au point d'être méconnaissable. Yang Xin s'exclame que la fille dit des bêtises parce que Monsieur Ning ne peut pas être une telle personne. Mais la femme répond que le gars nommé Ningfeng est une personne sans valeur qui a commencé à maîtriser une profession d'une étoile à l'âge de 18 ans. Et ses parents sont morts depuis longtemps, il n'a même pas la capacité d'acheter de l'équipement de haut niveau. Et maintenant que le 4e pouvoir de transformation s'adresse directement à lui, n'est-il pas simplement un voleur? Soudain, elle est interrompue par une sorte de force, grâce à laquelle un amas apparaît juste devant elle, terrifiant la femme. Il s'avère que ce sort a été utilisé par Ningfeng, il s'excuse, mais pour dire que sa bouche demande à être fermée, et il a vraiment essayé de se retenir, mais n'a pas pu. La fille se met à crier qu'il ose utiliser ses pouvoirs dans le centre d'échange et appelle la sécurité. Yang Xin demande au protagoniste de quitter les lieux au plus vite avant l'arrivée des gardes, mais celui-ci lui répond de ne pas s'inquiéter. La fille dit que l'influence du centre de formation n'est pas sans importance. Les gens ordinaires ne peuvent pas se permettre de l'offrir du tout. S'ils vous attrapent, il y aura des problèmes. C'est alors que M. Wang et ses gardes apparaissent à l'horizon, hurlant pour savoir qui lui a donné le droit d'agir de manière imprudente dans leur centre. Mais l'homme dit qu'il a entendu que l'homme le suivait et qu'il l'a même traité de voleur derrière son dos. Cependant, monsieur répond qu'il est le seul à savoir s'il est un voleur ou non, après quoi il dit qu'il n'a pas le droit de l'interroger. Mais Ningfeng montre sa carte noire pour poser des questions. Et c'est ainsi qu'il traite les invités du Yancheng Exchange Center. Monsieur Wang et la consultante sont horrifiés par le fait que cet homme possède une carte noire suprême. Elle pense même qu'elle ne doit pas être réelle. À ce moment-là, le protagoniste se rend compte que ce cadeau a certainement une signification. Wang lui demande où il a pu obtenir cette carte, mais le gars lui répond qu'apparemment il est fort en investigation et qu'il peut donc aller enquêter lui-même. La conseillère est confuse et demande ce qu'ils doivent faire,
Mais l'homme appelle quelqu'un et dit qu'il va se renseigner et que les gardes doivent le surveiller. Dans ce cas, les autorités ne laissent personne sortir ou entrer dans le bâtiment et les gens sont là à discuter pour comprendre la raison de ce qui se passe. Le maire Kai répond au téléphone et dit qu'il a été informé au siège que le centre d'échange étudie la carte qu'il a remise à M. Ning. Confus par cette information, M. Wang affirme qu'il ne s'est rien passé, qu'il s'agit simplement d'un léger malentendu et qu'il ne comprend pas comment un simple citoyen peut essayer de s'attirer les faveurs du maire Kai, dont le père est l'un des fondateurs du centre d'échange. Mais le maire commence à crier après Wang, disant que M. Ning est celui pour lequel il a travaillé si dur et qu'il espère qu'ils ne lui ont pas fait de mal. Cependant, se rendant compte que Wang l'a offensé, le maire lui demande avec colère qui lui a donné ce droit, le traite de tête vide et lui ordonne d'attendre son arrivée. M. Wang, confus, ne comprend pas ce qui vient de se passer, ni quel type de relation entre Mayor Kai et Ning Feng, et ne comprend pas non plus pourquoi ils sont tous deux en colère. Il a l'idée d'appeler le gros bonnet douane de la 4e transformation et de lui dire que la combinaison du combattant a été retrouvée et que s'il les rencontre en personne, même le maire devra lui montrer son visage.